prévu dans le protocole, donc figurera en provision sur le budget 2022. Alors ceux qui ont regardé de près la prospective 2022 ont vu qu'on clôturait l'exercice en fonctionnement avec un déficit. Donc ça va être le cas, effectivement. Donc bah oui, c'est un peu surprenant pour une collectivité territoriale, mais bon, on a obtenu cette possibilité de le faire et on ne va pas s'en priver. Donc cela va générer un déficit en fonctionnement de 14,7 millions d'euros, correspond aux années 2023 et 2024 qui nous restent à payer. Donc avec un remboursement quand même de 9 660 000 sur l'exercice 2022. Donc on rembourse 9 millions 6 en 2022, il nous reste 14 millions qui apparaîtront en déficit. Ce déficit sera reporté en 2023 et apuré à hauteur de 11 millions comme on l'a prévu dans le protocole, de 11 millions 73 en 2023 et le solde en 2024 de 2 millions 97 sera apuré conformément à notre protocole. Donc je crois qu'avec le président, on se félicite d'avoir obtenu l'accord des services de l'État sur cette solution, qui nous permet d'afficher la situation financière réelle du CIREDOM. Donc voilà, avec certains déficits, mais on sait exactement maintenant où on en est, et surtout avec cette prospective que l'on affiche avec des chiffres qui sont certains, la section de fonctionnement sera à l'équilibre fin 2024, comme on s'y était engagé. Donc l'encours de la Sémardelle sera remboursé, donc y compris le paiement des intérêts moratoires, donc là je ne les ai pas intégrés, mais bon, c'est des sommes non négligeables. Les contentieux Citreva seront réglés ou entièrement provisionnés. Donc là je mets des bémols sur le côté réglé, mais enfin en tout cas on aura provisionné le risque quoi qu'il arrive. Et donc en 2022, on va budgétiser 1 820 000 au titre du coût de sortie Citreva. Donc voilà, en espérant qu'on ira jusqu'au bout de cette convention qui prévoit cette sortie. Et on va provisionner 1 124 000 au titre du volet ARPA jeunesse, sachant qu'on a déjà 2 550 000 qui ont été provisionnés en 2021. Donc il nous restera une année à provisionner en 2023. Voilà, donc on voit que le paysage s'éclaircit, on va avoir une visibilité de notre budget qui va être sincère et qui va nous permettre de savoir à quelle échéance nous sortons de cette situation de crise que l'on a connue et dont on a hérité. Alors à noter, ça a été évoqué, que depuis le 1er janvier 2022, par convention et dans le cadre d'une démarche conjointe pour la sortie du CIREDOM, du Citreva, on a repris donc la gestion des déchetteries de Brive-sous-Forges, Dourdan, Saint-Chéron, qui sont gérées maintenant par le CIREDOM avec une mise à disposition du personnel. Bon, voilà. Donc là aussi, c'est dans le cadre de cet accord sur la sortie du CIREDOM, du Citreva. Et puis 2022 verra également se conclure la vente du site de compostage de Boissy-le-Sec. Donc Olivier l'a évoqué. On a effectivement reçu 2 offres, dont une est supérieure au prix plancher que nous avions évalué. Et donc en conséquence, le CIREDOM vendra en 2022 la plateforme de compostage au prix de 2 450 000 au mieux offrant, à savoir le groupe Sémardelle. Voilà pour ce qui est du ROB, ma synthèse du ROB 2022. Alors il y a des sujets que je n'ai pas abordés, notamment les frais de personnel, mais bon, il n'y a pas de questionnement particulier à mon avis, en tout cas de nouveautés particulières. Après, ben voilà, j'attends vos questions. Globalement, d'abord, je voulais remercier Fabrice pour son travail, parce que effectivement, c'est un travail complexe et la situation était complexe tant sur le fond que sur la forme. Et sur la forme, il a créé une équipe, on va dire ça, qui a permis de prendre le bon chemin. Donc d'abord, on est en capacité de fournir une comptabilité analytique extrêmement précise et pointue, et je dois vous dire franchement qu'on est le seul syndicat à le faire, il faut le dire, parce que quand on regarde ce qui se passe ailleurs, je sais qu'il y a dans la salle
des représentants de PCI qui sont sur plusieurs syndicats de par leur fonction et ils voient bien, ils mesurent bien la différence. Donc on est passé vraiment dans quelque chose d'extrêmement pointu et c'est un travail colossal. Donc vous connaissez nos tableaux de compta analytique puisqu'ils sont en ligne et ils sont extrêmement bien faits, pointus, certes un peu complexes, mais parce que le sujet est complexe. Donc forcément, c'est comme ça que ça se passe, mais au moins on est totalement carré par rapport aux observations de la Chambre régionale des comptes et c'est reconnu par tous, y compris par la DGFiP et le préfet. C'est pour ça qu'on a obtenu dans une discussion, dans plusieurs discussions, mais enfin dans une suite de discussions avec les services de l'État, cette possibilité particulière de voter un budget en déséquilibre. Évidemment, moi aussi ça me surprend, ça fait quand même longtemps que je suis élu, c'est la première fois que ça m'arrive, de voter un budget en déséquilibre, puisque ça n'est pas la règle budgétaire. Mais nous avions le choix entre deux écueils. Soit on votait un budget insincère, ce qui avait été le cas dans les années précédentes, et soit on votait un budget en déséquilibre. Pour le coup, on a demandé à des FIP ce qu'ils préféraient, et ils préfèrent que ce soit transparent, donc en déséquilibre. Donc au moins, les choses sont transparentes, on connaît quel est le déficit de l'exercice, et on connaît aussi son évolution. Évidemment, l'année prochaine, il sera un petit peu moins en déséquilibre, et dans 2 ans, il ne le sera plus comme on s'y était engagé. Donc c'est un travail compliqué, fastidieux, et après, évidemment, on se rééquilibrera, vous l'avez compris. Donc ça, c'est des choses quand même à noter, parce que c'est quand même un événement de voter un budget en déséquilibre. Et le travail qui a été fait et par Fabrice et par l'ensemble des équipes, et Olivier aussi en particulier, dans les discussions avec les services de l'État, qui sont parfois, comment dire, musclés, quoi. Hein. C'est quand même parfois un peu compliqué de discuter, surtout qu'on n'a pas toujours les mêmes interlocuteurs autour de la table. Mais bon, on y arrive. Donc ça, c'est important parce qu'on se remet dans les clous. La question du Citreva, on a aussi fait 90% du chemin. Il nous reste un sujet, mais dont nous ne sommes pas maîtres, c'est le calendrier juridique, le calendrier judiciaire plutôt, puisque le tribunal administratif d'Orléans doit juger ce qu'il en est de la sortie de l'Arpajonais. Incessamment sous peu, parce qu'on nous dit que ça sera plutôt au mois de mai. Donc on n'a jamais été aussi près, si je puis dire. Donc on verra bien ce qui sortira de ce jugement et qu'est-ce que ça générera derrière. Parce que forcément, comme c'est un jugement binaire, forcément ça va créer un mécontent. C'est-à-dire que le juge ne va pas faire une expertise pour dire « Oh, je vais couper la poire en deux, ils vont payer un petit peu moins, machin ». Non, c'est 1 ou 0. Donc il y aura forcément derrière un nouveau round de négociations pour qu'on arrive à sortir de ça, mais le chemin est dorénavant bien fixé. Les déchetteries, on a récupéré déjà les 3 déchetteries, mais les déchetteries, notre sujet majeur, c'est surtout la fréquentation des déchetteries. Il y a eu une fréquentation depuis le confinement, et encore une fois dans cette année 2021, comme en 2020, colossale des déchetteries. Bon, on a le sentiment, là, ça a l'air de se calmer un petit peu en janvier, je parle sous le contrôle de Clervy, qui suit ça particulièrement, les gens vont peut-être arrêter de bricoler parce que d'un moment, c'est certes, ça refait de la fortune de Leroy Merlin et Bricoman, je ne veux pas citer qu'une marque, hein, et je ne sais pas qui d'autre, et Castorama. Mais nous, c'est quand même derrière, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent à la déchetterie, les tris ne sont pas toujours faits de façon très pointue aussi là-dessus. Donc là aussi, on travaille là-dessus et je remercie Clervy et tout son travail avec la commission déchetterie pour essayer d'améliorer aussi ce tri dans la déchetterie elle-même qui permet d'avoir moins d'impact de TGAP. Vous avez compris que la TGAP, ça pour le coup, il se trouve qu'on n'a pas de chance dans la concomitance de tout ce qui arrive entre le redressement de la dette, le contentieux avec le Citreva, arrive en même temps, mais ça c'est national, une hausse colossale de la TGAP qui est prévue partout sur le territoire français et qui évidemment taxe de façon extrêmement importante ce qui est en enfouissement et aussi ce qui est incinéré. Donc nous on est un peu moins taxé parce que pour le coup le centre, le CITD avait plutôt anticipé ces questions
et y compris les questions de fumée de sortie, on est extrêmement performant, donc on a la hausse la moins forte. Donc c'est quand même bien de le dire, donc bravo à ceux qui gèrent ça aussi, c'est important. Mais malgré tout, il y a quand même une hausse de la TGAP et on sait qu'elle va continuer à augmenter. Donc quand on se met dans toute cette épure, on continue, on est sur le chemin qu'on avait annoncé. Donc c'est un chemin de régulation, c'est un chemin qui est encore difficile. On a encore 2022 et 2023 qui seront un peu difficiles. Ça n'empêche pas de continuer à essayer d'accueillir le mieux possible nos usagers dans les déchetteries, d'une part. D'autre part, aussi de faire ce travail de tri. Le nouveau centre de tri est extrêmement performant. Certains d'entre vous l'ont déjà visité. On va continuer à organiser des visites avec la CEMARDEL et de voir comment on fait pour qu'on puisse le voir de plus en plus. Donc là aussi, on a mis en place tous les outils. Voilà, donc ce chemin, il est un peu difficile, mais on le poursuit avec volontarisme. Donc merci à Fabrice pour tout ce travail qui est complexe, mais on y arrive. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je ne ferai pas mon intervention, occulte le travail de monsieur. Oh là, ça c'est terrible. Ça va le faire sans micro. Allô? Allô? Bon. Je ne voudrais pas que mon intervention occulte le travail de monsieur Jaouen, hein, parce que merci pour tout ça. Mais je voudrais revenir sur cette fameuse taxe, où vous venez de dire que c'est comme ça, on ne peut rien faire. La fameuse taxe sur l'enfouissement. La TGAP. La fameuse TGAP. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on ne défend pas, notre population si nous, on occulte ça, on ne la rend pas transparente. L'État continue d'augmenter les impôts de manière insidue. L'État dit on n'augmente pas les impôts, puis on augmente les impôts de la taxe d'électricité, de la taxe sur les mutuelles après avoir instauré les mutuelles pour les entreprises, de la taxe sur l'agence de l'eau. L'agence de l'eau, c'est 27% du budget de l'eau, l'agence de l'eau que l'État ponctionne désormais depuis 2-3 ans, de manière pérenne. Et je pense que, quelque part, ça mériterait peut-être quand même que on fait un travail vertueux dans nos syndicats. Hein, vous regardez l'exposé que vous venez de faire, c'est superbe, quoi. Et d'un autre côté, il y a toutes ces taxes qui augmentent sans arrêt, et on ne dit rien. Je pense que ça mériterait peut-être une motion, quand même, quelque part, que quand ça arrivera en préfecture lors de la... Comment on appelle ça, la vérification de nos délibérations, hein, contrôle, bah, que ça puisse être lu, que les préfets puissent, malgré tout, en avoir connaissance que bah, ça suffit, quoi. Il faudrait peut-être au moins, si on savait à quoi ça sert parfois, hein, mais on ne sait pas. Voilà, excusez-moi, mais... Non, mais je comprends ce que vous dites. D'abord, je ne crois pas avoir dit qu'on ne pouvait rien faire. Parce que, au contraire, je pense qu'on peut faire des choses sur la TGAP. On peut faire deux types d'actions. La première action, c'est essayer d'en payer le moins possible. C'est d'ailleurs aussi, c'est-à-dire moins enfouir, c'est-à-dire mieux trier, et se mettre des outils pour mieux trier, et moins incinérer. Donc ça, c'est aussi pour ça qu'il faut préparer les outils de demain pour aller dans cette logique. Parce que la logique générale de la TGAP, qui est de faire en sorte d'éviter les activités polluantes, globalement, on est d'accord pour faire en sorte de limiter les activités polluantes, ça va plutôt dans le bon sens. Ce qui est plus problématique, et vous avez raison de le souligner, c'est que ça se transforme en surtaxe et que l'État a plutôt tendance ces derniers temps sur ces sujets, et quand je dis l'État, c'est ce gouvernement actuel, comme les précédents, j'ai aucun problème avec ça, y compris les précédents. Donc de faire en sorte de manier plus le bâton que la carotte en matière d'environnement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous rajoute des contraintes, des taxes et des coûts sur la tête, plutôt que de valoriser ceux qui font du bon travail. Et ça, c'est une vraie question qui se pose globalement sur ce que doit être l'écologie. Est-ce que ça doit être quelque chose qu'on vit positivement ou quelque chose qu'on vit négativement comme une contrainte? On ne va pas entamer ce débat ce soir, mais quand même, la TGAP, ça ressemble un peu à ça. Donc, vous avez raison de dire que là, il y a un souci. Ne croyez pas qu'on ne dit rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des discussions, et avec le préfet, et des discussions avec nos collègues qu'on rencontre beaucoup, les présidents des autres syndicats dans diverses instances, etc., de dire qu'il y a un vrai problème, et que ce problème est loin d'être fini, parce que
vont nous arriver de nouvelles réglementations, et je parle notamment sous le contrôle de Stéphane des questions des biodéchets, où là aussi on sent bien que l'État a pris des décisions, mais que derrière sur le terrain, les décisions, elles sont aujourd'hui quasi inapplicables. Et qu'on va se retrouver dans des situations où je ne serais pas étonné qu'on nous invente une nouvelle taxe parce qu'on n'a pas pu appliquer une décision inapplicable. Donc là aussi, il faut qu'on soit vigilant là-dessus et protester. Alors, faire une motion ce soir, on ne l'a pas préparée, mais si vous voulez, moi j'ai rien contre l'idée qu'on en prépare une pour le prochain comité, parce que la TGAP existera encore, hein, je vous rassure, pour pouvoir parler de ça et faire en sorte qu'on fasse effectivement remonter. C'est pas rien, un signal d'un syndicat comme le CIREDOM, qui est quand même le deuxième syndicat de France en matière de traitement, avec beaucoup de communes, qui envoie un message en disant la TGAP, c'est trop des coups de bâton, peut-être que ça serait bien de voir autrement. Donc on va écrire un projet de motion, et puis vous déciderez si vous le votez ou pas. Je retiens votre suggestion, qui me semble pas mauvaise. Il y avait une main là-bas, voilà. Et géopolitique un peu incertain. L'UME annonce avec l'aide du directeur local d'EDF, annonce des possibles augmentations entre plus 40 et plus 500% du coût unitaire. Donc nous, les petites communes, on est complètement un peu désemparés, on y arrivera, mais on est obligé de faire des hypothèses qui sont dramatiques par rapport à d'autres actions. Et je pense que le CIREDOM n'est pas à l'abri de ce genre de considérations. Donc la question est simple, quelles hypothèses vous avez prises? Alors, pour le CIREDOM, cet effet est moindre, parce que de l'énergie, nous, on en fabrique. Donc, et alors là aussi, c'est aussi un autre mystère, hein, c'est que même si le mix énergétique français n'est pas, comme vous le savez, totalement indexé sur le gaz russe, hein, puisqu'on a dans notre mix énergétique de l'énergie qui vient du nucléaire ou d'autres sources d'énergie, mais il y a une règle européenne qui fait qu'on lie les deux. Et que quand le gaz augmente, ça augmente l'électricité, y compris dans les pays qui sont moins dépendants des énergies fossiles. Donc ça aussi, c'est une règle. Donc il faudra peut-être un jour péter la caténation, parce que ça pose quand même un vrai problème. Mais en l'occurrence, si je reviens juste sur le CIREDOM, c'est plutôt à notre avantage. C'est-à-dire que nous, de l'énergie, on en produit et on en vend, et de l'électricité et de la chaleur. Et que donc, comme ces règles de lien entre l'énergie s'appliquent aussi à nous, ben, on la vend plus cher. Et donc, c'est aussi ça le sujet. Donc, ça amoindrit quand même l'impact qu'on connaît dans nos communes, qui est surtout un impact sur les effets de carburant, de chauffage, etc., qu'on connaît tous dans nos communes, qui est un peu amoindri quand on est dans des groupements de commandes. C'est-à-dire quand on est dans des groupements de commandes efficaces et très importants en termes de taille, les négociations de marché ne sont pas les mêmes. Moi, je discute avec mes collègues maires comme vous, on ne paye pas tous le même prix du gaz et de l'électricité. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet masse qu'il faut aussi construire. Mais bon, parenthèse fermée, les hypothèses qu'on a prévues, c'est celles que nous ont donné les services de l'État en matière d'augmentation, donc c'est les mêmes que sur vos communes. Mais nous, je vous le dis, il est un peu amoindri, parce que ça nous fait aussi plus de recettes. En plus, 1 250 000 en 2021. Autre question? J'avais pas vu une main par là. Non? Pas d'autres questions? Bien écoutez, on ne vote pas puisque c'est le ROB, on prend acte de la présentation de Fabrice, qui va nous présenter pour la dernière fois le ROB du budget annexe. Bien, juste pour préciser ce qui a été dit, hein, la TGAP, ça sera 7 millions d'euros dans notre budget 2022. Donc c'est en gros 8% de vos contributions, des contributions des EPCI. Donc voilà, ça devient plus que significatif. Si on y rajoute la TVA, on est en gros à 16% à peu près de nos contributions qui vont dans les caisses de l'État. Bon. Bien, alors donc le ROM du budget Compost Sud-Essonne, alors je vais aller très vite, parce que c'est un budget effectivement qui va être dissous au cours de l'année 2022, dès lors que la vente sera signée. Alors bon, ça a demandé quelques mois, le temps que
tout soit prêt au niveau des formalités notariales et que l'acte soit signé. Enfin, on espère une signature fin du premier semestre, j'espère. Hein. Donc il faudra quand même qu'on continue à fonctionner en attendant, hein, donc sur les quelques mois qui viennent. Alors sur le bilan 2021, donc c'est un budget qui était à l'équilibre. Évidemment, on ne faisait pas de travaux, alors qu'on aurait dû en faire, mais bon, voilà, donc on a laissé les choses un petit peu en l'état. Mais malgré tout, en termes de fonctionnement, on s'équilibre. Hein, on a eu, c'est estimé actuellement, hein, 437 000 euros de recettes et 395 000 euros de dépenses. Donc on a même un tout petit excédent de fonctionnement. Alors il reste un emprunt sur ce budget. Donc cet emprunt, il viendra bien sûr en déduction du prix de vente. Hein. On va devoir le rembourser dès lors qu'on aura vendu le site. Hein. J'aurais bien aimé qu'on le rapatrie dans les comptes du CIREDOM, mais ça, je ne pense pas que ça serait très apprécié par le contrôle de légalité. Donc on ne va pas prendre ce risque. Donc on remboursera cet emprunt. Il reste 683 000 681 000 à rembourser fin 2021. Voilà. Quoi dire d'autre? Alors si, on aura quand même un excellent d'investissement qu'on va récupérer, hein, puisqu'on a capitalisé des amortissements sur plusieurs années. Donc là, notamment, on termine l'exercice 2021 avec 254 000 et on devait avoir un excédent reporté. Donc voilà, on fera le bilan au moment du compte administratif. Mais bon, ça va effectivement pouvoir alimenter, et c'est le but, hein, notre budget principal, et permettre notamment d'alimenter notre section d'investissement par rapport à nos besoins sur l'exercice 2022, sans avoir à faire appel à vos contributions. C'était l'objectif. Hein. Voilà, concernant ce ROB. Hein, bon, donc, alors les opérations de clôture, ça va demander un petit peu de temps. Hein, donc, on espère, ceci dit, avoir clôturé l'ensemble des opérations d'ici la fin de l'exercice 2022 pour pouvoir les réintégrer dans le budget principal sur 2022. C'est important pour nous, donc là, il va falloir peut-être mettre un petit peu la pression sur la préfecture. De toute façon, il faudra un arrêté de dissolution aussi du budget annexe. Donc voilà, il y a des contraintes administratives qu'il faudra qu'on remplisse avant de pouvoir intégrer ces écritures de reprise de résultats. Voilà. Merci. Des questions? Je n'en vois pas, donc c'est une prise d'acte également. Ensuite, le point numéro 11, c'est une anticipation, c'est ça? Oui. Avant le vote du budget, c'est des dépenses anticipées. Ah oui, donc ça, c'est une délibération que l'on avait prise au mois de décembre. La préfecture qui examine avec une grande attention nos délibérations a remarqué qu'on avait repris à tort les restes à réaliser de l'exercice 2020 dans ce calcul du quart des dépenses d'investissement sur lesquelles on peut effectivement engager, mandater avant le vote du budget. Donc là, on rectifie. Bon, voilà. Donc, on acte les nouveaux montants, donc sans prendre en compte les restes à réaliser. Donc, sur le chapitre 20, on a 7 095 euros. Chapitre 21, 1 050 104 42. Et chapitre 23, 703 933,03. Donc, on a tenu à ce qu'on reprenne cette délibération hein, pour être dans les clous. Pas avoir d'observation. C'est l'orthodoxie budgétaire. Quand on fait voilà. des ouvertures de crédit par anticipation, on ne doit pas prendre les RAR. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je le mets aux voix. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Je vous remercie. Alors, point numéro 12, Claire Oui, pardon. Merci Monsieur le Président, bonsoir à tous. Donc ça fait vraiment suite là, à l'évolution de la TGAP et à une des actions que le CIREDOM engage, à savoir de recruter donc 7 agents qui vont venir en soutien de nos agents valoristes sur l'ensemble des écocentres pour aider les personnes, en tout cas les encourager à faire davantage de tri, venir en soutien des agents valoristes pour effectuer davantage de contrôles, pour faire la chasse à nos faux particuliers, qui sont souvent des professionnels. Donc on va expérimenter ça. On n'a pas d'exemple autour. On s'est dit, voilà, ça peut être bien d'essayer. Donc on teste ça quelques mois. On fera un retour avant l'été, puisque donc ça va démarrer au 1er avril. Ce
n'est pas une blague. Et on teste ça là jusqu'à l'été, on voit le fonctionnement, l'idée étant de voir si ce type de procédé peut nous permettre de retrouver des tonnages plus raisonnables et en tout cas de limiter encore davantage le tout venant enfouissable. L'idée est de limiter la TGAP. Donc c'est sur une suite à une discussion. Je souligne, c'est important qu'il y ait du travail en commission et que la commission déchetterie discute, fait des propositions et que derrière elles sont vues par le bureau et ici par le comité. Je pense que c'est le bon sens d'aller dans ce sens-là. Donc bravo Claire Rue pour cette animation. Des questions, des remarques? Je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, Serge. Donc c'est la création de 4 grades et 4 emplois. C'est dans le but de recruter un responsable de la commande publique en lieu et place de la rédactrice des marchés publics. Il est proposé la création de 4 grades susceptibles de répondre aux besoins permanents du poste selon le niveau de technicité et de responsabilité attendu. Ça sera soit un attaché territorial, soit un rédacteur principal, première classe, soit un rédacteur principal, deuxième classe. Vu que le candidat n'a pas encore été trouvé, on ne peut pas savoir quel grade sera le grade qu'il aura. Donc on est obligé d'ouvrir 4 postes pour ne pas laisser passer une perle rare. Donc voilà, c'est la première chose que je vous présente. Après, vous avez également dans les annexes le tableau des effectifs qui a été toiletté, dans lequel on a enlevé 20 emplois vacants. C'est ce qui arrive quand on crée 4 emplois pour un poste. Vraiment, on se retrouve avec beaucoup d'emplois vacants. Donc on l'a toiletté comme on vous l'avait promis lors du précédent conseil. Vous avez compris que c'est des supports de poste, hein. C'est pas des postes, c'est des supports de poste. Et évidemment, on s'ajuste en fonction du recrutement. En l'occurrence, le recrutement est en cours et ça serait plutôt une rédactrice. Voilà. Des questions, des remarques? Je le mets aux voix. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Je vous remercie. Le point numéro 14, c'est le livret. Donc oui, alors après le passage au comité technique, il a été nécessaire d'acter plusieurs mises à jour du livret d'accueil portant sur les modifications relatives au temps de travail, suppression des jours d'ancienneté, travail hebdomadaire à raison de 7h30 par jour et non plus 7h pour tous les agents à l'exception des agents valoristes, octroi de 9 jours de RTT tous les 25 jours travaillés pour les agents précités, l'ajout de la possibilité de prendre un jour de révision la veille d'un concours ou examen professionnel, et la précision des coordonnées des 3 organisations syndicales présentées au sein du syndicat. Donc voilà, on l'a mis à jour comme on se doit de le faire régulièrement. Merci, des remarques? Je me vois, pas d'avis contraire, pas d'abstention. Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit d'encore un petit sujet de l'État très intéressant, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire un débat sur la protection sociale complémentaire. On doit débattre de ce sujet-là et on était censé nous donner le montant duquel nous devions fixer le pourcentage, sauf qu'on nous a toujours pas communiqué le montant. C'est pareil dans toutes vos communes, puisque toutes les collectivités de France doivent avoir le débat sur la protection sociale complémentaire, y compris d'ailleurs celles qui le font déjà, ce qui est aussi un truc étrange. Et j'ai bien en peine de vous parler du pourcentage du montant, puisque le montant aujourd'hui ne nous a pas été communiqué. Donc voilà, Serge, on doit faire un débat là-dessus, sachant que c'est plutôt une bonne idée. Et voulez-vous que je rajoute, Monsieur le Président, à ça? Pas mieux, hein, je ne peux pas faire mieux. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'on a quand même questionné les agents, il y a un questionnaire qui leur a été remis, et bien évidemment, ils privilégient la piste de la labellisation, aussi bien pour la mutuelle santé que pour la prévoyance. Après, on ne peut pas débattre avec des éléments qu'on n'a pas, mais on peut essayer. Hein, on peut être créatif sur ces pistes-là. J'imagine que vous avez eu le débat dans vos collectivités. Oui, bah, on doit l'avoir avant une date... Avant le 18 février 2022. Avant le 18, vous devez débattre dans tous les conseils municipaux de ce sujet. Ça vous permet de rajouter un point sur table. Voilà, sachant que sur le principe, pour en discuter en comité technique avec les agents, c'est plutôt bien ça permet aussi de veiller quelque part aux conditions de travail, à la santé de nos agents, à faire en sorte de les motiver pour avoir une mutuelle, qui comme vous le savez, hélas, n'est pas obligatoire. Donc ça c'est une chose, mais aussi
d'essayer de prévoir avec eux les accidents de la vie. Donc je pense que c'est plutôt positif qu'on ait cette discussion. Au moins, ça peut provoquer ces discussions avec nos agents. Et c'est le cas. Il y a un retour assez bon. La RH fait un beau travail sur ce sujet. Des questions? Non? Eh bien, nous prenons acte que nous avons ce débat. Voilà. Voilà. Point numéro 16, Claire, oui. Et d'Astri. Oui, donc il s'agit là donc de la collecte qui est gratuite des déchets de soins à risque infectieux, des collectes donc, qui ne se font pas dans nos 24 déchetteries purement Ciredom, mais qui se faisaient dans les 3 déchetteries gérées par le site REVA et que nous avons récupérées au 1er janvier. Donc soucieux de maintenir le dispositif pour les usagers, on s'est rapproché d'Astri, qui est du coup avec qui on signe une convention pour pouvoir continuer à assurer ce service. Il n'y avait par contre pas de volonté de la part de d'Astri notamment de généraliser sur l'ensemble de nos déchetteries. Les personnes qui ont ce type de déchets se rapprochent d'habitude de leur officine. Voilà, c'est le plus simple. Donc là, voilà, c'est une convention pour le maintien de ces 3 déchetteries. Non, c'est bien, on reprend l'existant de ces 3 déchetteries, mais effectivement, il y a plein d'autres territoires où ça se passe directement en lien, soit avec les toubibs, les infirmières, voire les pharmacies, qui font aussi cette récupération. Mais c'est ce qui se faisait dans ces 3 déchetteries, donc c'est comme les pneus, les seringues, on les prend aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je mets aux voix, pas d'avis contraire, pas d'abstention, je vous remercie. Claire, oui, toujours, cette fois c'est les huiles. Voilà, donc on poursuit le tri et la collecte. Donc là, c'est pour les huiles végétales qu'on va donc collecter dans l'ensemble de nos écocentres, donc avec l'éco-organisme là, Quatra. Donc les personnes peuvent venir déposer leurs huiles végétales. Plutôt que de les mettre dans le réseau d'assainissement, c'est bien. C'est-à-dire les huiles de friture. Oui, c'est ça. Que végétales. Oui, les autres, elles vont dans nos bornes à huile que nous avons déjà sur tous les écocentres. Pour les huiles de moteur. Les huiles de moteur, voilà. Et je pose une question incongrue, mais ça m'intéresse personnellement, excusez-moi. Et qu'est-ce qu'on fait des huiles animales de friture? Parce que moi, je mange des frites belges. Vous savez qu'en Belgique, ils font cuire les frites dans la graisse de bœuf. Elles sont bien meilleures, je vous le conseille. Mais c'est pas des huiles végétales. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Je ne sais pas pour les animales. Donc, les huiles animales, non, c'est vrai que... Et donc, on en fait quoi? Faut qu'on pose la question, là. Oui, ok. Bon. Là, c'est la bonne question. On posera la question aux Belges, savoir comment ils font. Je sais pas. Oui, les végétales, elles sont recyclées. Est-ce que vous avez des questions? Non? Oui, une question? Est-ce que le syndicat est rémunéré avec Quatra? Oui, 350 € par tonne d'huile végétale. D'autres questions? Je le mets aux voix. Des avis contraires? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Alors, cette fois, les radiographies qui contiennent de l'argent. Donc, les radios, c'est Recyclem qui les récupère. Donc, pareil, on va mettre ça en place dans l'ensemble des écocentres. Il y a déjà des collectivités qui le font, a priori, je crois, notamment celle du président. Donc, si certains d'entre vous souhaitent aussi mettre ce type de collecte en place dans sa commune, c'est possible. Pour le coup, c'est une espèce de boîte en carton que vous mettrez dans le hall de votre commune. Les gens ramènent leur radio. Ça se fait aussi d'ailleurs dans les cabinets de radiologie ou chez certains médecins. Et ils récupèrent, il y a du minerai d'argent qui est dans les radios. Et donc, ils récupèrent le minerai d'argent. Donc voilà, et il y a aussi un petit retour là-dessus. Des questions? Oui? Non, ils vous installent gratuitement les cartons. Alors la différence, c'est que nous, ils nous reversent de l'argent au Ciredom.
Tandis que moi, dans ma commune, ils ne nous reversent rien, mais ça rend service aux gens. Voilà. 10 € la tonne. Mais ça recycle. C'est comme les piles, quoi. Voilà. Ça va vite, hein. Des radios, on en stocke. Hein. Vous en avez tous, je suis sûr, chez vous, des radios d'il y a 20 ans quand vous êtes pété le poignet. Hein. Bah, ça sert à rien, autant les recycler. Hein. Bien sûr. Ah oui, il y a beaucoup d'argent dans ces produits. Je le mets aux voix, des avis contraires, des abstentions. Je vous remercie. Alors, nous avons épuisé l'ordre du jour. Je dois vous informer du calendrier prévisionnel. Donc, le prochain comité le 23 mars, au cours duquel nous voterons le budget, Fabrice. C'est ça. Et ensuite, nous aurons un comité le 22 juin. Entre les deux, évidemment, il y aura quelques bureaux. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions diverses? Ah. À quel endroit? Alors ça, je pense que c'est vraiment, faut faire attention à ça. Hein. C'est inflammable. Hein. Vous imaginez, on vous fout le feu au bidon d'huile. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Non, non. Laissons ça dans les déchetteries. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh bien, merci à vous. À bientôt. Pour indiquer, parce qu'on l'a fait avec certaines communes, on a encore tous du travail à faire au niveau de nos centres techniques municipaux où le tri de nos déchets et donc l'exemplarité de nos communes n'est pas toujours optimale. Je tiens à dire que les services du CIREDOM, donc notamment les équipes de Carlos Cordero, se tiennent vraiment à votre disposition pour pouvoir venir sur le terrain, vous conseiller, voir avec vous comment adapter les choses. Ça peut aussi contribuer à maîtriser nos tonnages et à baisser nos coûts de traitement. Donc n'hésitez pas. Et il y a un questionnaire qui est à venir puisqu'il y a la commission, c'est laquelle, transition écologique, qui a travaillé sur ce sujet. Donc on devrait tous recevoir là prochainement un questionnaire, mais oui. Voilà, n'hésitez pas à le faire remplir et à ce qu'on ait bien le retour de questionnaire et qu'on va aider vos centres techniques municipaux à mieux trier. Ça aussi, ça fait partie de la baisse de la TGAP. Bonne soirée à tous.